prenez place pour écouter la façon dont on peut gérer et dont on peut aider les agriculteurs à gérer les nouveaux risques de production agricole avec Luc Boucher, qui est le fondateur de Diagorist, Antoine Poupart, le fondateur d'ATK, Antoine Denoy, qui est aussi un fondateur, même dans un grand groupe, ça existe, on aura l'occasion de l'expliquer, et puis Valérie, qui représente le groupe Vivesia, un groupe coopératif dans l'Est de la France. Je vais commencer par Luc Boucher, parce que Luc a une particularité, c'est qu'il est un conseil indépendant. Luc est diplômé d'AgroParisTech. Je ne me trompe pas, Luc a consacré une grande partie de sa carrière à la gestion des risques en agriculture au sein de différentes organisations professionnelles agricoles, dans un premier temps, puis chez Groupama, dans un deuxième temps, et enfin, il crée Diagorisk, un cabinet d'études et de conseil fondé avec 5 associés expérimentés. Alors j'ai noté dans les compétences des agronomes, des informaticiens et des actuaires. Tu me diras exactement ce que c'est qu'un actuaire, mais dans les compétences, Diagorist développe un OAD pour aider les agriculteurs, agri et agro, à évaluer leurs risques climatiques et sanitaires et choisir des solutions efficaces. Tout un programme. J'ai même noté sa baseline. Dérisquer les transitions agricoles, c'est tout un programme. Luc, est-ce que tu peux nous présenter ton activité et quels sont les types de risques que tu mesures? Oui, bonjour à tous. Donc nous, on évalue en fait les risques climatiques ou sanitaires à titre plus expérimental, hein, de façon à pouvoir chiffrer le risque et donner à chaque agriculteur, à chaque acteur de la filière, un niveau de risque et à partir de là, de pouvoir tester différentes solutions. Hein, donc c'est de l'assurance, ça peut être des solutions techniques, ça peut être d'autres solutions financières, de façon à essayer d'optimiser en fait la combinaison de ces solutions pour se préserver. Et ça, pour le faire par rapport à des risques qui sont des risques actuels, par rapport aux risques futurs, avec des projections à 2050, ou par rapport à des problématiques plus liées à des changements de pratiques, comme par exemple colza zéro insecticide, pour voir ce que ça implique, ou des manières de renouveler un peu la lutte contre le mildiou en vigne. Mais finalement, quels sont tes clients? Ce sont les agriculteurs en direct? Ce sont des organisations qui regroupent des agriculteurs, des collectifs d'agriculteurs? Nous, on travaille avec des collectifs, des institutionnels, des collectifs d'agriculteurs, et on développe, on a beaucoup de projets en fait avec des instituts techniques, où on leur amène justement cette brique un peu de modélisation et d'actuariat. Donc l'actuariat, c'est la statistique spécialisée en matière de risque et d'assurance. Mais finalement, tu mesures le risque, mais après, qu'est-ce qu'ils en font de cette information dans les conseils que tu donnes? Ça, c'est la bonne question. Qu'est-ce qu'on peut faire après? Nous, la conviction qu'on a, c'est qu'en fait, on ne peut pas seulement s'appuyer sur une solution qui serait une solution universelle qui va permettre de couvrir le risque dans son intégralité. Et donc, il faut qu'on arrive à proposer des combinaisons. Donc, on va prendre de la solution technique, on va pouvoir coupler ça avec des solutions financières, comme par exemple l'épargne de précaution, et de l'assurance. Et c'est ces schémas-là qu'on essaye de promouvoir auprès de nos clients. Mais tu préconises à ce moment-là telle assurance plutôt que telle autre ou telle façon technique plutôt que telle autre? On reste dans le conseil, hein, et en fait, on a jusqu'à présent cette spécificité d'être indépendant des assureurs. Et ton champ d'investigation, ce sont l'ensemble des cultures, l'ensemble des élevages, dans l'ensemble de la France, les typologies d'exploitation? Sur le risque actuel, on couvre 91% des grandes cultures. Hein, reste la problématique du bio et de l'irrigation, 95% de la vigne, et on est exclusivement en France pour des questions de paramétrage de produits. Hein. Est-ce que tu travailles tout seul dans ton coin ou avec l'écosystème des assurances, des banques, des coopératives, des négoces, des filières amont, des filières aval? Non, nous, on est complètement intégrés dans des projets, en fait. On a des activités. Alors, à l'origine, on a développé avec l'Institut du risque et de l'assurance de l'Université du Mans un modèle actuariel original, qui a pour originalité en fait sa maille, puisqu'on travaille à l'échelle des 432 petites régions agricoles françaises,
Donc ça donne une lecture assez fine en fait du territoire. Et à partir de là, on le couple avec d'autres, du moins avec les projections du GIEC, avec des solutions, que mettre en avant les instituts techniques. Et tout ça, ça se fait avec dans un dialogue qui est assez étroit parce que moi j'ai un petit rôle d'interface puisque je suis agronome de formation, mais la manière de caractériser en fait une nouvelle pratique. C'est quand même quelque chose de très particulier. Le passage pour faire sa modélisation et obtenir une évaluation du risque, c'est quand même un métier qui peut difficilement se faire seul. Vous êtes combien dans l'entreprise ? Aujourd'hui, j'ai 5 associés, on a 4 salariés. Et la rémunération, c'est autant passé, si finalement tu arrives à une évaluation du risque, il faut tout arrêter. Comment ça se passe ? Alors, l'exploitation est trop risquée. Non, nous on travaille, on vend des études et l'objectif, c'est de proposer des alternatives. Puisqu'on voit très bien, par exemple, quand on fait les projections à 2050, on voit très bien qu'il y a certaines productions qui, dans certains terroirs, sont, si ce n'est condamnées, en tout cas, elles vont devenir tellement risquées que ça ne sera plus économiquement viable de les maintenir. Et donc, la question qui se pose derrière, c'est de savoir que peut-on faire. Bon. Et c'est là où le fait d'avoir des solutions numériques, ça permet d'explorer assez rapidement et à moindre coût un certain nombre de pistes, puisque ça va nous permettre justement au moins d'écarter les fausses solutions et de pouvoir orienter les expérimentations terrain qui coûtent cher sur des pistes qui sont les plus prometteuses. Merci Luc. Donc on va maintenant passer la parole à Antoine Poupard, parce que lui, il propose des solutions par rapport à ces risques. Antoine est ingénieur agro, diplômé d'HEC, et Antoine est un homme formé dans le creuset d'InVivo, c'est comme ça que je pourrais le dire, dans lequel il a exercé différentes fonctions dans le domaine technique, dans l'innovation et dans le développement durable, après avoir contribué à la construction d'un programme de sécurisation du revenu des agriculteurs en partenariat avec la coopérative NatUp et encore Groupama, et joué un rôle consultatif dans un fonds d'investissement. Alors, tu fondes ATK en 2019. J'ai noté une néo-assurance. Tu vas peut-être nous expliquer ce que c'est qu'une néo-assurance des filières agricoles avec pour mission de protéger l'agriculteur. La première assurance protégeant les risques agricoles et associant innovation technique et technologie. Créer une activité d'assurance dans une start-up. On voit plutôt des start-up dans le numérique ou dans la robotique que dans l'assurance. Alors, quelle est ton histoire et quel est ce projet de création de cette société ATK ? Écoute, l'origine du projet, donc comme tu le disais, j'ai passé pas mal de temps au sein d'InVivo et où on était de plus en plus fréquemment confrontés à un sentiment qui est devenu une réalité de risque sur les modèles économiques des coopératives agricoles liés au manque de couverture assurantielle des agriculteurs. Parce que l'agriculteur, c'est le fournisseur et le client de la coopérative. Et si il est amené à défaillir, ça a des répercussions directes sur la coopérative. Donc, le réchauffement climatique faisant son œuvre, on a eu de plus en plus fréquemment des mauvaises années qui se sont bien se succéder de plus en plus souvent, et jusqu'à ce que ça atteigne un seuil d'alerte où on se dise on ne peut pas continuer comme ça pour notre écosystème coopératif à ne rien faire face à ce manque, à ce défaut d'équipement des agriculteurs en solutions de protection des risques, et donc en particulier de solutions assurantielles, puisqu'à l'époque de la création de la société, il n'y avait que 25% des surfaces agricoles françaises qui étaient assurées. Et donc, alors, tu me feras creuser les détails que tu souhaites, mais on a essayé d'identifier les solutions qu'on pouvait amener en interrogeant à peu près 2000 agriculteurs qui n'étaient pas assurés, en leur disant pourquoi vous ne vous assurez pas et est-ce que vous seriez prêt à vous assurer au travers de votre coopérative, et donc qu'est-ce qui vous donnerait envie de vous assurer, vous qui depuis 15 ans avez considéré que ce n'était pas pour vous. Donc on a identifié un certain nombre de pain points alors qui sont assez classiques, qui sont sur la complexité des offres, la complexité de les comprendre,
de comprendre les garanties, la complexité derrière, de se faire indemniser tel qu'on l'avait imaginé, mais aussi par rapport au sujet des transitions. On est quand même passé d'un modèle de production agricole français qui était très standardisé, très homogène, que ce soit en termes d'assolement ou de pratiques agricoles, et qui se diversifie et se spécialise à vitesse grand V. Diversification des cultures. Luc parlait de cultures condamnées. Elles commencent déjà à être remplacées par des nouvelles cultures qu'on n'avait pas sur le territoire national. Typiquement, je pense au soja, par exemple. Donc, on a des nouvelles cultures, on a des modes de production, au sens, est-ce que je travaille le sol ou est-ce que je ne le travaille pas? Est-ce que je suis en agriculture conventionnelle ou bio ou régénérative? Donc, c'est un panel qui s'élargit et qui fait que certains ne sont plus couvrables par les garanties standards d'assurance proposées par le marché, parce qu'ils sont sur une niche qui est plus ou moins exclue des contrats classiques. Donc, c'est ce travail-là qu'on a fait en co-construisant nos produits d'assurance avec une quarantaine de coopératives et leurs adhérents, en disant voilà, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui et qu'est-ce qui vous manque pour décider de désormais vous assurer. Et donc, on a créé des garanties nouvelles avec comme étant vraiment, comme tu disais, c'est un creuset, c'est un projet à la base intrapreneurial chez InVivo, donc vraiment, c'est pas un projet d'assureur, c'est un projet d'agronomes qui se sont dit, il y a quelque chose à faire en assurance. Mais donc, on a mis beaucoup d'expertise agronomique dans nos contrats d'assurance, ce qui trouve écho sur le terrain, en particulier auprès de ces agriculteurs qui sont dans des programmes de changement de pratique, de transition, de diversification. Et juste pour arrêter ce long monologue, te donner un indicateur de a priori la réussite de cette vision-là, c'est que 80% de nos assurés sont des primo-assurés. Donc, ce sont des agriculteurs qui ne sont venus à l'assurance climatique que parce qu'on avait développé des nouvelles garanties ou des nouvelles façons de faire qu'ils n'avaient pas avant. Donc, c'est au-delà du concept, c'est la preuve concrète qu'on peut avoir une approche complémentaire des grands acteurs du marché. On veut pas une approche complémentaire qui cible les non-assurés. Et la meilleure preuve, c'est ce portefeuille qui est constitué à 80% de primo-assurés. Donc, ce travail avec les 40 groupes coopératifs, mais j'ai compris aussi que vous ne vendez pas que de l'assurance. J'ai compris aussi que dans l'offre de services d'ATK, il y avait du conseil, il y avait de la formation. Est-ce que tu peux expliquer cela aussi? C'est la suite logique de ce que disait Luc, la gestion des risques, que ce soit en agriculture ou ailleurs, c'est pas, faut pas le voir juste au travers d'un seul prisme, mais rester dans sa ligne. Je suis un assureur, je fais de l'assurance, basta. Il y a des... En fonction de l'amplitude des risques, donc les risques faibles ne se traitent pas forcément avec de l'assurance, ou sinon le coût serait rédhibitoire. Il y a des risques extrêmes aussi qui doivent mobiliser d'autres outils. On a par exemple développé, comme tu le disais avec Natop et Groupama à l'origine, donc maintenant on est les seuls opérateurs de ce produit, mais un produit d'épargne de précaution défiscalisé, c'est le Protélis, pour que, donc je parlerai du bas du risque là, pour les risques de faible intensité, qu'un agriculteur puisse mettre en réserve, en défiscalisant cette réserve, de l'argent les bonnes années, pour le réintégrer à son compte de résultat les mauvaises années. Donc ça, typiquement, c'est, comme le disait Luc, c'est les couches d'outils qui doivent se mettre les uns sur les autres. Et on parle surtout du risque climatique, qui est le risque à peu près numéro 1 quand on parle de production agricole, mais il y a d'autres risques émergents qui amènent à d'autres réflexions. Typiquement, le sujet de la trésorerie, qui était côté COP ou côté agriculteur, un sujet vraiment de faible importance, qui n'était pas un sujet d'inquiétude. Depuis 2-3 ans, est devenu un vrai sujet d'inquiétude, et côté agriculteur et côté COP. Et donc là, on développe des offres de préfinancement, des offres de crédit ou autre pour venir financer la trésorerie en cours de campagne d'un agriculteur et par là même aussi alléger la trésorerie de la coopérative, parce que c'est elle qui fait sinon cette avance auprès de ses adhérents. Tu m'as expliqué globalement que dans les assurances, il y avait les assurances qui étaient en fait évaluées sur des dommages. Le sinistre, on calcule, on essaye d'évaluer le dommage, et que par rapport à ces risques climatiques, on évoluait plus vers des assurances indicielles. On mesure quelque chose, on verse une indemnité et on ne se pose pas de question s'il y a un dommage ou pas. C'est comme ça que ça fonctionne? Alors, tu auras le pro de l'assurance indicielle, l'autre Antoine, qui en parlera bien mieux que moi, mais oui, en résumé, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ces concepts, il y a les assurances traditionnelles qu'on connaît tous. Quand on a un dégât sur sa voiture ou quand on a un cambriolage, il y a un expert qui vient et qui dit voilà, il y en a pour tant de sinistres. Donc
Et c'est l'assurance largement majoritaire en agriculture avec un expert, voire selon les compagnies, parfois 2 experts qui viennent dans la parcelle faire des comptages de pieds, des comptages de grains pour évaluer le sinistre. Et il y a toute une nouvelle génération d'assurances. C'est vraiment la rupture technologique de ces dernières années, qui sont les assurances indicielles, dont je pense Antoine reparlera. On n'envoie pas un expert au champ, on utilise une donnée tierce pour déclencher le contrat. Cette donnée tierce, ça peut être une station météo connectée, ça peut être une image satellite, ça peut être... alors, il y en a où il n'y a pas du tout de tech, hein. Ça peut être une statistique des douanes. Par exemple, là, c'est zéro tech, mais c'est quand même de l'assurance paramétrique. Et donc, on gagne. Donc, je ne pense pas que ça soit amené à remplacer l'assurance traditionnelle, mais plutôt à la compléter sur des risques ou des niveaux de risque, j'en viens encore à ça, qu'on ne sait pas couvrir ou mal en indemnitaire. Je te donne un exemple qui est peut-être le plus facile à comprendre. Des très faibles pertes de rendement, c'est compliqué de demander à un expert de dire il manque juste 5-10% sur une parcelle, parce qu'on est vraiment dans l'épaisseur du trait. Et donc les assurances indemnitaires traditionnelles vont plutôt être avec des franchises à partir de 20, 25, 30%. Ce qui, dans certaines productions, pour certains agriculteurs qui sont déjà un peu sur les rotules, ils ne peuvent pas se permettre d'être payés que le premier euro n'intervienne qu'à partir de 25%. Et donc, on peut, par exemple, compléter cette assurance classique par une tranche d'assurance paramétrique pour la partie de plus faible perte, où là, pour le coup, on a un indice. Et donc, on n'aura pas le problème de se dire, de demander à l'expert de juger à 2 ou 3% près, parce que le contrat, il est très clair sur... c'est 3 degrés, 3 jours de gel à -2, je te paye tant. Donc, le truc, il est clair, net, précis. Et donc, on peut, comme ça, couvrir mieux, mais en complément, pas à la place une assurance traditionnelle. C'est un exemple, il y en a d'autres. Il y a des risques qu'on ne sait pas couvrir, qu'on ne peut pas couvrir en indemnitaire, typiquement les risques sanitaires, et qu'on peut, techniquement, même s'il n'y a pas encore aujourd'hui d'offres opérationnelles sur le marché français, mais qu'on peut couvrir grâce à ces technologies paramétriques. Les mécanismes publics de soutien et d'encadrement de l'assurance récolte, c'est un frein ou un levier pour les assurances que tu mets en place? Alors, je vais avoir un discours pas forcément très politiquement correct. Nous, ce qu'on constate, en tout cas la conviction qu'on a, c'est que quand on n'est pas content de son assurance, on dit qu'elle est trop chère, mais en fait, c'est pas un marché de prix. C'est pas un marché où c'est le moins 10 ans qui gagne des parts de marché et qui progresse. Nous, on n'a pas du tout un positionnement tarifaire low cost, on est au prix de nos concurrents. Donc, je pense que le risque, parce que le cadre public de soutien à l'assurance récolte, c'est des subventions, principalement. Il y a d'autres outils, mais bon. Et le risque, c'est de toujours aller courir après derrière juste une logique prix en disant c'est en abaissant le prix de plus en plus qu'on va augmenter le taux de pénétration. Alors que, comme je te le disais, on a réussi à conquérir des agriculteurs pas assurés sans jouer sur le prix, mais en offrant des garanties originales. On a eu, comme tout nouvel entrant sur un marché, en plus pas issu du monde de l'assurance, les premières années, il y a des cultures ou des régions où on s'est complètement planté en termes de tarification, mais crassement. On a passé des hausses drastiques l'année suivante pour se réaligner avec la réalité du risque qu'on constatait, sans perdre aucun client. Parce que ces clients venaient et restaient chez nous pour les garanties, pour l'expérience utilisateur, pour le service associé, les formations dont tu parlais. Et donc le warning par rapport au soutien public, donc, il est nécessaire, il est important, vu les tendances en plus financièrement, les agriculteurs ne pourront pas supporter tout seuls le coût de cette couverture assurantielle. Donc c'est super qu'il y ait des soutiens publics, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga, et ce n'est pas que par la logique prix qu'on arrivera aux objectifs que tout le monde partage, d'arriver à 50-60% de taux de couverture assurantielle dans les 5 prochaines années. Merci Antoine. Donc maintenant, on va passer au deuxième Antoine, mais Antoine Denoy. Antoine Denoy, si je peux le présenter, c'est un ingénieur X-Télécom, diplômé d'HEC. Non, c'est pas ça. Et en fait, il a fait toute sa carrière chez AXA. Mais il est aussi l'auteur de plusieurs livres. J'en ai retenu un, le dernier ouvrage, Big Data, Smart Data, Stupid Data, comment valoriser vos données. Et au sein du groupe AXA, il est le fondateur, je vais dire, d'une start-up. Comment on peut créer une start-up dans un grand groupe.
car AXA, c'est 147 000 collaborateurs dans 51 pays. Et AXA Climate, c'est une petite filiale de 200 collaborateurs et qui a pour objectif, fondé en 2019, la protection du vivant autour de la gestion du risque climatique, environnemental et social. Vous avez également 3 métiers chez AXA Climate, la formation, le conseil et aussi le financement. Alors maintenant, ceux qui font de l'assurance font aussi du financement. Expliquez-nous la stratégie, l'objectif d'AXA Climate. Comment c'est venu? Parce que vous êtes le père d'AXA Climate. Le père et le grand-père maintenant, parce qu'on a 6 ans. Faut-il le mettre là? C'est vrai, vous m'entendez? Ok, parce que j'ai pas de retour, c'est bon. Ok. Enfin, oui, donc AXA Climate s'est lancé en fin 2018. Et nous, notre mission, elle est assez simple, c'est l'adaptation climatique et environnementale. Donc la notion d'adaptation, on l'a malheureusement et heureusement tous maintenant à l'esprit et dans les discussions. En 2018, on prêchait un peu dans le désert avec ce concept. On était tous beaucoup sur le carbone, moins sur la logique d'adaptation. Et la logique d'adaptation, elle dit qu'il y a une réalité qui est très simple, dont vous êtes tous les témoins, c'est que malheureusement, le changement climatique est déjà là. Il a beaucoup de conséquences sur nos territoires et donc il impacte directement nos entreprises. Et donc fondamentalement, AXA Climate s'est lancé avec cette idée d'accompagner plutôt les grandes entreprises au début sur cette logique d'adaptation, en partant évidemment de l'assurance, qui est une petite partie de notre métier maintenant, mais en accompagnant surtout sur la formation, le conseil et le logiciel. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout le territoire français, ça ne concerne évidemment pas que l'agriculture, est impactée par les risques climatiques. Ça va de la montée du niveau de la mer et du trait de côte sur le littoral, l'éboulement dans les milieux montagneux, et puis évidemment ces sécheresses dans le bassin méditerranéen en partie. Et donc tous ces risques climatiques tombent sur nos entreprises. Ils sont éminemment locaux. Si je prends l'exemple de l'inondation, un numéro de rue près, vous êtes inondé ou pas. Et donc, de fait, il faut que les acteurs locaux s'emparent de ces sujets. Donc, il faut les former. Il faut renoncer à planifier de l'adaptation de tout en haut depuis Paris, parce que ça ne fonctionnera pas et on risque de déplacer beaucoup de problèmes sur d'autres dimensions qui sont la biodiversité, l'usage du sol. Et donc, de fait, on arrive à la conclusion assez simple que si on veut faire notre métier et servir cette mission d'adaptation, nous, AXA Climate, il va falloir qu'on le fasse autrement que par simplement de l'assurance et surtout en privilégiant de la formation et du conseil pour les acteurs locaux de manière à les préparer et les aider comme on peut, avec évidemment du capital et de l'assurance, à résister à ce qui va se passer, en faire des opportunités. Mais comment vous travaillez donc avec l'écosystème agricole, de la finance, des filières amont, des filières aval? Vous travaillez tout seul ou vous travaillez en collaboration? Évidemment non, donc on a un étrange animal, un peu comme les voisins de gauche et de droite. On a différentes façons d'accompagner le secteur. Déjà, on ne fait pas que de l'agriculture et on pense que beaucoup d'autres secteurs non agricoles vont avoir besoin des agriculteurs, notamment dans les logiques d'adaptation. Quand vous avez des changements de pratiques qui se font dans le respect du sol, ça ralentit le cycle de l'eau, si je donne cet exemple pour l'élevage, et ça a des impacts immédiats sur la protection de l'inondation d'autres secteurs, d'autres acteurs économiques du territoire. Et donc, on pense beaucoup que notre enjeu, on n'est pas un assureur agricole, tu le sais Alain, de fait, c'est de partir d'autres secteurs que l'agriculture et venir s'intéresser à l'agriculture avec un angle différent. Et donc, notre façon de le faire, c'est un peu comme les voisins, on va beaucoup fonctionner autour de cartes pour des acteurs notamment amont et aval. On va projeter le risque climatique à 2030-2050. On va aider des acteurs à penser leur rotation culturelle différemment. On va essayer factualiser tous les bénéfices à attendre d'un changement de pratique, inondation, couvert, végétal, etc. Et on va essayer à un moment donné de réduire un maximum le risque de rendement en qualité et en quantité pour les acteurs qu'on accompagne. Et concrètement, tes clients, c'est qui? C'est l'agriculteur? Ce sont des coopératives comme l'USIA? De fait, ça va beaucoup d'acteurs de l'agroalimentaire qui cherchent à protéger dans le monde leur chaîne de valeur. Donc ça, c'est pour l'autre extrême. Et puis, on va être sur des acteurs aussi ancrés sur le territoire, notamment beaucoup de coopératives agricoles. Et ça nous arrive d'accompagner jusqu'à des producteurs, des agriculteurs, des viticulteurs en direct. Mais j'ai noté AXA Climate rendre universelle l'entreprise régénérative. Tu peux expliquer ça? Alors, je peux y parler, mais ça me prend beaucoup de temps. Je vais essayer de venir au sujet de la couverture du risque, si ça te va. Donc nous, on partage évidemment tout ce qui se joue dans cette table ronde, c'est-à-dire la nécessité de réinventer une assurance qui accompagne la transition. Mais d'une certaine manière, je voudrais partager 3 constats qui sont les 3 constats sur lesquels nous, on a envie, nous les 200 collaborateurs, de mettre de l'énergie pour les 5 prochaines années. Le premier, c'est qu'on manque de données. Et donc, de fait, pour un assureur agricole, pas uniquement AXA Climate, les assureurs agricoles du marché, qui sont souvent prisonniers de modèles volumiques, on a parlé de ces grands pools de réassurance publique, c'est très difficile de faire la différence entre la bonne agriculture qui va dans le bon sens et l'agriculture qui ne va pas vraiment dans le bon sens. Et dans le bon sens, ça veut dire changer ses pratiques de manière à avoir des sols plus vivants. C'est très compliqué avec les données qu'on a. On a des données qui sont très moyennées.
Et donc, un des enjeux pour que les assureurs agricoles fassent bien leur travail, c'est à un moment donné de capter de la data locale de manière à pouvoir rendre compte de ce que fait de bien une coopérative, ce que fait du bien un agriculteur en termes agronomiques. Et comme les statisticiens que nous sommes, les assureurs, on aime se fier aux lignes statistiques passées, c'est compliqué pour nous de se dire qu'on doit intégrer des données nouvelles de manière pas uniquement à se reposer sur des lignes et des courbes statistiques des dernières années, mais d'une certaine manière prendre un pari aux côtés des agriculteurs qu'on soutient sur la valeur agronomique de ce qu'ils mettent en place. Donc le premier sujet de la data, il est essentiel. Le second sujet, c'est la systémie. Il y a beaucoup d'agriculteurs, on partage quelques produits d'assurance communs sur la réduction des pesticides, la protection du rendement en cas de changement de pratique. Le vrai sujet auquel on est confronté, même pour se déployer beaucoup plus en termes de couverture, c'est qu'en fait, tout est fragmenté. Même quand vous avez un premium de filière sur la betterave une fois tous les 7 ans, ça ne suffit pas à bouger finalement un agriculteur. Et donc fondamentalement, nous, le mouvement qui est le nôtre, nous assureurs, financeurs, c'est d'être le plus en amont possible à la place de l'agriculteur dans sa systémique et celle de sa ferme pour l'accompagner sur les vrais sujets. Et on est entouré de faux sujets. Le rendement, par exemple, on essaie de le protéger. Est-ce que c'est le bon sujet qu'on a besoin de protéger? C'est une question. Le chiffre d'affaires, le revenu, est-ce que c'est vraiment le sujet qu'on a envie de protéger? Peut-être que le vrai problème systémique, il est peut-être sur la qualité de vie et la marge. Et c'est peut-être sur ça qu'on doit, in fine, mettre le paquet en tant qu'assureur. Et puis le troisième Graal, pour nous, dans les prochaines années, c'est de travailler sur la confiance. On a beau se raconter plein de choses sur l'assurance, on sait très bien qu'il y a un problème de confiance de fait entre les agriculteurs et les assureurs. Pour plein de raisons, c'est systémique, c'est ni la faute de l'un ni la faute de l'autre, mais d'une certaine manière, c'est un mariage un peu contraint. On ne peut pas dire qu'il y a vraiment un alignement d'intérêts et une façon de travailler ensemble de manière très très fluide. Et donc pour revenir à la confiance, en fait, on réinterroge beaucoup quel est notre métier, nous, en tant qu'assureurs. Et on revient beaucoup à l'idée de la mutuelle. Alors vous connaissez tous les mutuelles, il y a encore beaucoup de mutuelles en France, heureusement, mais les principes de la mutuelle, quand elles ont existé dans le XVIIIe siècle, désolé de faire un peu d'histoire, mais c'est important de se replonger à ça, c'était non-lucrativité, solidarité et démocratie directe. C'est-à-dire les mutuelles et les assureurs que nous étions étaient fondés par les bénéficiaires eux-mêmes. Et pour plein de raisons sur le marché, du fait de la financiarisation, la croissance volumique de nos organisations, on s'est dévoyé d'une certaine manière dans notre métier d'assureur. Et donc un des enjeux pour retrouver de la confiance, c'est de faire en sorte que les agriculteurs eux-mêmes s'assurent entre eux. Ça passe par une chose très concrète. Je pense que vous avez tous des produits d'assurance. Quand il y a des bonnes années, le prix reste stable. Quand il y a des mauvaises années, on a plutôt tendance à augmenter les prix. Tu en parlais tout à l'heure. Est-ce que ça va dans le sens d'un esprit mutualiste? Probablement pas. On peut imaginer et faire l'hypothèse qu'un assureur qui honore les agriculteurs qui l'accompagnent est un agriculteur qui, à partir du moment où il y a des bonnes années, va au contraire baisser les prix. Et quand il y a des mauvaises années, va les baisser aussi parce qu'il va redistribuer d'une certaine façon tout le fruit des années passées. Et donc cette révolution dans le produit d'assurance, elle vient d'une reconnexion à notre histoire et donc d'une certaine manière à l'histoire de la mutuelle et des principes mutualistes. Alors, tu m'as toujours dit que tu étais une start-up dans un grand groupe. Puis en fait, j'ai l'impression que c'est le fil conducteur parce que Valérie, elle m'a dit un peu la même chose dans le groupe Vivescia. On va y revenir après. Mais je suppose que comme toute start-up agile, créative, tu as toujours de nouveaux projets. Quels sont tes nouveaux projets ou tes futurs projets en cours? Alors, nous, on a évidemment plein de projets. Il y a quelques membres de l'équipe là qui sourient. On a toujours des projets, c'est que ça clamette. Par contre, là où on grandit, on est dans le chapitre 2, on a 6 ans maintenant dans les pattes, c'est qu'on cherche à être beaucoup plus à l'épure de l'intention qui est la nôtre. Et donc, j'ai envie de vous dire, on va essayer de faire moins de projets, mais les mettre vraiment dans le sens de l'impact. Et donc là, il se trouve qu'on travaille sur un projet justement de mutuelle agricole. Et on a choisi un acteur que je ne citerai pas pour ne pas le mettre mal à l'aise, mais on a choisi un acteur qui a quelques milliers d'hectares sous un modèle agronomique qui nous plaît. Et donc, on a canalisé et focusé un maximum de nos équipes pour réussir à aider cet acteur. Et on se dit que si dans 6 à 12 mois, on a réussi à aider un acteur qui fait des choses bien sur l'agriculture qu'on a envie de pousser, on aura fait notre travail et la mise à l'échelle après, elle sera d'autant plus amusante et intéressante aussi d'un point de vue économique parce qu'on cherche à se développer évidemment comme toute start-up. Donc, c'est quand l'annonce de ce projet? Oui, il n'y aura évidemment pas d'annonce. Il y aura potentiellement des nouvelles qu'on se donnera sur les réseaux d'ici quelques mois. Merci Antoine. Valérie, tu passes le micro à Valérie. Valérie, diplômée d'un Master 2 en management et RSE, d'un autre en communication des entreprises et institutions. Valérie a exercé dans les secteurs des affaires publiques et de l'agroalimentaire avant de rejoindre le groupe Vivescia. Elle occupe désormais depuis 3 années la fonction de directrice RSE et du fameux programme Transition au sein du COMEX du groupe.
Valérie a donc eu la charge de réfléchir, de construire et de mettre en œuvre ce programme. Ce que j'ai compris de ce programme, Valérie, dont on entend parler, et il y a des signatures sans arrêt, l'année dernière au SIA, il y a hier encore, il faut suivre les activités de transition. Ce que j'ai compris, transition consistait, donc pour résumer en une phrase, dérisquer les agriculteurs qui font le choix de faire évoluer leurs pratiques tout en maintenant un bon niveau de production agricole. En quoi consiste concrètement le programme Transition ? En quoi il permet de couvrir les deux piliers du risque, technique et économique? Valérie. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre invitation. Alors moi, je crois que je suis la seule à pas être dans l'assurance. Mais par contre, il y a une chose qui nous rejoint, c'est la gestion des risques. Nous, Vivessia, nous sommes un groupe coopératif qui appartient à 10 000 agriculteurs coopérateurs dans le nord-est de la France. Nous avons deux piliers, évidemment le pilier agricole, et puis on a un pilier agroalimentaire industriel avec des grandes filières de malt, de transformation de la farine avec Grand Moulin de Paris et Francine, et puis plein d'autres activités. Le programme Transition, en fait, il est né d'une idée il y a maintenant 4 ans sur le fait que l'enjeu, c'était de se dire comment on peut, nous, en tant que coopérative, au cœur d'une chaîne de valeur, accompagner les agriculteurs en les dérisquant économiquement et techniquement. Économiquement, parce qu'aujourd'hui, il y a eu des études du Shift Project. Tous les agriculteurs, la majorité en tout cas, ils sont prêts en fait à faire bouger leurs pratiques à condition d'être soutenus économiquement et dérisqués techniquement. Parce que le rendement est important, maintenir la production agricole est importante. L'enjeu n'est pas tant de produire plus au fond, c'est plutôt de produire le plus stablement possible et de maintenir les rendements dans le futur au regard des chocs des aléas climatiques. Donc le programme Transition, ce n'est pas qu'un programme de décarbonation, c'est un programme d'abord de résilience et donc d'approche du risque sur la façon en fait, de construire ces itinéraires techniques et son système agricole. On est parti sur ce constat-là. Après, évidemment, une fois qu'on a dit ça, quel a été notre rôle ? Notre rôle a été double. D'abord, on s'est appuyé sur les équipes techniques et agronomiques. Il y a un représentant là-bas et puis il y a une partie de l'équipe qui est ici que je veux saluer. On a travaillé déjà sur un socle agronomique de progrès et de performance avec évidemment les travaux de la coopérative, les travaux des instituts techniques, les travaux aussi des pouvoirs publics, label bas carbone, grande culture, etc. Pour en fait définir en fait un chemin de progrès et de performance sur trois items, 3 piliers que sont les sols, la résilience des sols et le stockage de carbone dans les sols, la partie empreinte carbone et la partie biodiversité. Une fois qu'on a construit ça, on s'est dit maintenant comment on peut financer le modèle, comment on peut financer cette transition. Et en fait, on a modélisé beaucoup de piliers, beaucoup de leviers. Et en fait, on s'est dit que la seule façon de pouvoir aller à l'échelle, passer à l'échelle, massifier, sortir des programmes pilotes, c'était d'engager la chaîne de valeur aval. Donc, engager l'ensemble des industries qui achètent en fait, le blé, l'orge, le colza, le maïs, l'ensemble en fait, des rotations des agriculteurs. Et donc, on a été au contact de nos clients, de nos propres filières industrielles, mais aussi nos clients externes. Et en fait, on a eu en fait des accords, on a eu plutôt des convergences. Des accords, pas des désaccords. Des accords, oui, des accords, des retours extrêmement positifs parce qu'au fond, ce que disait mon voisin, c'est que tout le monde est confronté au changement climatique et l'enjeu des chaînes des acteurs de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie, c'est aussi en fait de sécuriser leur sourcing agricole parce qu'on l'a vu il y a encore 6 mois,
moins 20 à moins 30% de blé en moins en France, et ben, en fait, c'est aussi des problématiques majeures sur les process industriels et aussi sur la disponibilité de la matière première agricole. Par ailleurs, les chaînes de valeur aval sont engagées depuis maintenant 3-4 ans, vous l'avez peut-être vu, à l'échelle internationale, sur des trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre très significatives à 2030 et à 2050. Et donc, tout le monde se prend en main sur la chaîne de valeur. Évidemment, les subventions publiques, nous n'y comptons pas, et encore moins maintenant, même si on a eu des soutiens de France 2030, mais qui relèvent de 5% du financement du programme, puisqu'aujourd'hui, le programme Transition accompagne 420 agriculteurs. D'ici septembre, on en aura 250 en plus, donc on sera près de 700 agriculteurs qui confèrent le premier programme à impact en France et en Europe, et qui est financé à 90% par les acteurs de l'aval. Donc effectivement, ce programme a une montée en charge, puisqu'il y a maintenant 400 agriculteurs, un objectif de plus de 1000. Mais ça, concrètement, pour un agriculteur membre de la coopérative IVESIA, ça peut représenter combien? En termes de soutien économique? Oui. Alors, oui, on a 2 niveaux de soutien. Le soutien économique, on est autour de 100 à 150 euros de l'hectare. Donc, ce qui fait que c'est un soutien extrêmement significatif. Ce n'est pas du net, évidemment, parce qu'en fait, ça permet aussi d'investir et de soutenir en fait, les leviers agronomiques nécessaires à faire évoluer en fait, les pratiques agricoles. Donc, c'est une moyenne, ce que j'indique. Et le point important, c'est qu'on peut mettre du soutien économique, on peut dérisquer économiquement, mais si on ne fonctionne pas sur le deuxième pilier qui est la façon de dérisquer et accompagner techniquement, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que si on avait monté juste le programme en envoyant de l'argent, ils en ont besoin, hein, ceci dit, dans les fermes, ça ne serait pas suffisant. Et donc, et c'est pour ça que le programme coûte cher, parce qu'en fait, on en a mis des hommes et des femmes sur le terrain pour accompagner techniquement les agriculteurs, organiser des formations collectives. Donc, on est sur une base de 4 jours, entre 4 et 5 jours par an. Et on a des plans d'action individuels qui sont conduits sur chaque exploitation avec des techniciens qui sont formés. Aujourd'hui, sur la coopérative IVESIA, on a à peu près 80 techniciens sur le terrain. Il y en a 45 aujourd'hui qui sont formés aussi parce qu'on a dû monter en compétence sur le plan agronomique les techniciens. Et donc ça, et puis après on a dû aussi évidemment monter en compétence un certain nombre d'équipes sur les data, etc. Parce que les chaînes de valeur à aval, elles achètent non plus seulement du grain, mais elles achètent aussi des data robustes qui renferment en fait les progrès et les performances des agriculteurs. Donc en fait, ça fonctionne vraiment sur 2 pieds. Et c'est aussi une façon en fait, d'approcher le risque, parce qu'aujourd'hui, on le sait, les agriculteurs, ils ne doivent pas raisonner que sur une dimension annuelle, hein. On doit fonctionner sur des dimensions et des engagements pluriannuels. Donc le programme Transition, c'est un programme dans lequel ils signent un engagement sur 3 ans. Les acteurs de l'aval, pareil. Et au-delà de 3 ans, on va poursuivre le programme Transition jusqu'à 2030, parce qu'on sait que c'est entre 5 et 7 ans pour pouvoir en fait passer ces étapes et viser à avoir des exploitations beaucoup plus résilientes sur les aléas climatiques et peut-être avoir moins à faire peut-être aux assurances sur les aléas climatiques, mais ce qui est utile, hein, et d'ailleurs avec AXA Climate, on a réfléchi, on n'a pas encore abouti parce que c'est encore assez nouveau tout ça, à une assurance paramétrique sur le programme Transition. Donc voilà, je n'oppose pas, au contraire, c'est des solutions additionnelles et qui s'additionnent tout ça. Donc vous ne prenez pas le marché des assurances, si je comprends bien. Mais donc on a vu que le risque financier était pris en partie par ces engagements de la filière aval, ces cohortes, comme vous m'avez dit, d'entreprises qui prennent en part cette quote-part de risque financier, que le risque technique est plutôt pris en charge par la formation des techniciens à ces nouvelles techniques, à ces nouvelles pratiques. Mais qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est de trouver de nouvelles cohortes, c'est de continuer à former des techniciens. Est-ce que c'est le risque économique? Est-ce que c'est le risque technique? Faudrait interroger mes équipes là, qui sont là. Le plus difficile aujourd'hui pour les agriculteurs, parce qu'on est dans l'espace dédié aux agriculteurs,
c'est l'enjeu et le poids de l'administrative et le point de la data. Le renseigner et la multiplicité des outils, le manque d'interopérabilité, enfin voilà, on ne facilite pas du tout la vie des agriculteurs sur ces sujets-là. Donc peut-être qu'il y a un petit espoir avec l'intelligence artificielle, mais ça c'est un frein, on va dire, plus administratif. Après, qu'est-ce qui est le plus difficile? Je dirais que c'est la conduite du changement d'abord en interne au sein du groupe Vivescia, puisque le groupe Vivescia, c'est une grande coopérative, mais transition, c'est 5-6 personnes, comme une start-up qui fonctionne de manière extrêmement transversale et qui, du coup, bouge plein de curseurs, etc. Donc, ça nous a demandé énormément d'énergie depuis 2-3 ans. Après, non, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile, c'est qu'il faut avoir beaucoup de conviction et puis prouver les résultats. Parce qu'en fait, les agriculteurs, ils font confiance, ils rentrent dans le programme transition, on a plutôt des listes d'attente. Ils font confiance, mais il faut qu'on soit aussi, nous, à la hauteur pour que les chaînes de valeur aval, le soutien aussi des pouvoirs publics d'une certaine manière, enfin, continuent à financer cette transition parce que eux, c'est sûr, ils ne peuvent pas porter cette charge additionnelle aujourd'hui. J'ai bien compris que finalement, par rapport à ces nouveaux risques climatiques ou de changement de pratique, il faut être une start-up. Une start-up pour créer Diagorisque, pour gérer, une start-up indépendante comme ATK, une start-up dans un grand groupe, même une start-up, vous m'avez dit que vous avez travaillé pendant 2 ans en mode start-up dans le groupe Vivescia et que c'était pratiquement une nécessité justement pour gérer de nouvelles réflexions, de nouveaux concepts de rupture par rapport à ces changements de rupture. Oui, on décilote, c'est pas banal. Vous voyez, moi, je suis pas agronome, en fait. Je suis directrice RSE, donc on a rencontré les équipes RSE avec les équipes agronomiques de la partie coopérative. On a plein de silos à faire sauter, des barrières à faire sauter. Parce qu'on l'a dit, les enjeux de résilience, elles se jouent aujourd'hui à l'échelle de l'exploitation, à l'échelle de l'ensemble des cultures, animales, végétales. On ne peut plus considérer aujourd'hui le sujet d'une parcelle ou par filière. On a une nécessité collective d'apporter des réponses mutualisées. Et du coup, y compris pour d'ailleurs la partie publique, les instituts techniques, ils doivent davantage travailler ensemble. On ne peut pas considérer d'avoir juste des réponses sur la betterave, sur la pomme de terre, sur l'orge, etc. Donc, en fait, ce n'est pas que Vivescia. Je dirais que chacun doit prendre sa responsabilité dans le monde agricole et avec des partenaires comme à mes côtés pour pouvoir, en fait, apporter des solutions innovantes et surtout concrètes parce que les agriculteurs, ils ont besoin de concret. Justement, mais après, ce que j'ai compris, c'est ma dernière question, les propos du président Christophe Buren, c'était en plus ce programme transition, c'est une sorte de programme open source, parce que l'objectif, c'est pas de le garder bien au chaud dans le groupe Vivescia, mais c'est de le proposer, de le diffuser. Et alors, vous allez nous parler de la dernière signature, si j'ai bien compris, puisque ça s'est passé hier. Mais de le diffuser dans d'autres groupes, dans d'autres cercles, pour qu'il puisse être accaparé par d'autres entités, toujours dans l'objectif de gérer, d'aider l'agriculteur à gérer son risque. Parce qu'on est une coopérative, on est muet de l'intérêt général et d'une mission au service des agricultures et des chefs d'entreprise agricoles. Et évidemment, en fait, notre ingénierie, parce que c'est un programme d'ingénierie pour lequel on progresse tous les jours du reste, parce que c'est un programme qui bouge tous les jours, il se passe toujours quelque chose chez Transition. En fait, on s'est tout de suite dit que si ça marche, comment on peut partager nos savoir-faire, nos retours d'expérience auprès d'autres acteurs agricoles, donc que ce soit des coopératives ou des négoces, parce qu'on a besoin de langage commun, on a besoin aussi de standardisation des modèles pour nos chaînes de valeur, et on pense aussi à nos clients qui ont besoin aussi, eux, dans leur reporting extra-financier, d'additionner des données robustes et qui fonctionnent et qui soient calculées de la même manière. Et l'agriculteur
n'a pas besoin de cahier des charges, n'a pas besoin d'avoir 50 cahiers des charges. Il a besoin plutôt d'une sorte de matrice de pilotage, d'indicateurs accessibles, compréhensibles pour pouvoir faire progresser sa structure agricole. Donc oui, notre but, pour ceux qui le souhaitent, c'est d'essaimer sans royalty parce que Transition, ce n'est pas une licence de marque. Et donc, effectivement, on a signé hier une première coopérative des Hauts-de-France qui s'appelle Noriap, qui va dupliquer le programme et qui va construire sur les mêmes principes une coalition d'acteurs de l'aval pour financer en fait son programme. Donc, il vise à peu près 250 agriculteurs d'ici 2028. Nous, d'ici 2026, ça sera 1000 agriculteurs. Et voilà, et on a d'autres dialogues actuellement. Et ce qui est très important, évidemment, c'est de dupliquer pas de faire de la déflation. Hein, c'est de continuer à maintenir un rythme, enfin en tout cas un soutien économique au même niveau, avoir des principes robustes. Et on a 7 processus aujourd'hui sur le programme qui est identifié par Veritas. Et donc évidemment, tout ça est audité. Merci beaucoup.